bienvenue. Donc, je vous présente le premier intervenant. Ah oui, vas-y d'abord. D'abord se présenter. Alors, on est modérateurs à cette session. On veillera sur le projet. Et je propose, mais d'ailleurs, on discute chaque communication les unes après les autres pour éviter l'effet boule de neige qu'on a eu à la session d'avant. Que chaque orateur puisse avoir des questions et puisse apporter des réponses. Moi, je suis Raphaël Vial, je suis chirurgien. Je ne suis pas IBOT, je m'excuse, je suis chirurgien. Néanmoins, je travaille avec des IBOT, titulaires et intérimaires. Les nouvelles technologies m'intéressent, à tel point que j'ai monté un groupe de recherche clinique à l'université Sorbonne autour des nouvelles technologies, innovation et robotique. Ce qui me vaut le plaisir d'écouter les communications qui vont avoir. Je suis Olivia Chevalier, je travaille chez Arbopa, qui est question d'intégration de l'IA dans le bloc opératoire. Et donc, je présente le premier intervenant, c'est Cécile, qui est ingénieur, qui est chef de projet IA dans une banque. Entre autres, et tu as dit aussi que tu es intervenant, tu es professeur dans Ivancity, oui. Ben, la parole est à Axel. Bien, merci, cher Olivia Chevalier, pour ces mots d'introduction et l'invitation à venir éclairer, ça c'est si tout se passe bien, cette assistance sur ce qu'est l'intelligence artificielle, avec comme angle de projection ses impacts réels ou supposés sur le domaine de la santé, et plus particulièrement celui de la chirurgie. L'IA, il est inutile de la définir, tout le monde sait ce que c'est. L'intelligence artificielle, c'est le deep learning, en français les réseaux de neurones, un support informatique qui s'inspire du cerveau humain pour le surperformer. C'est pour ça que ça apprend d'ailleurs. Oui, parce qu'ils voyaient déjà mieux que nous, mais les réseaux de neurones ont même récemment appris à parler notre langage. Enfin, plutôt toutes les langues du monde, excusez du peu. ChatGPT, ça vous dit quelque chose? Après la vision et la parole, vous concéderez qu'il ne manque pas grand-chose. L'IA compte, 1, 2, 3, bien sûr mieux que nous et s'avère donc une mathématicienne insurpassable. Ses capacités de mémorisation sont infinies en comparaison des nôtres. L'ouïe et la synthèse vocale lui sont déjà accordés, les capteurs haptiques feront le reste. L'IA sera plus intelligente que nous, c'est une évidence, souvent rappelée par les papes du domaine, ceux qui travaillent chez les GAFAM et qui n'ont bien entendu aucun intérêt à le rappeler. Et voilà, patatras. Pourtant, c'était bien parti, mais vous voyez que je n'arrive pas à rester très longtemps dans ce registre. Dans le théâtre, il y a plusieurs chapelles, dont une qui prétend que chacun a un emploi dramatique. Et quand on y réfléchit, compte tenu de notre parcours, notre passé, notre personnalité, notre vécu, il semble quand même difficile de récuser cette thèse. Alors, je ne sais pas si ça s'est vu, mais le rôle du turiféraire de l'IA, de l'admirateur béat, prêt à admettre la supériorité d'un artefact informatique qui se prétend lui-même intelligent, ce rôle ne fait pas vraiment partie de mon emploi naturel. Voilà, moi, je voulais jouer Don Salluste, c'est le méchant, dans Ruy Blas, mais mon emploi, c'est précisément le rôle éponyme, le gentil, le romantique. Alors, souhaitons-leur quand même bon appétit à ces messieurs qui parlent ainsi de l'IA. Ce n'en seront pas moins des ministres intègres et des conseillers vertueux, mais je vous propose, quant à nous, de revenir à un discours plus réaliste sur cet outil qu'est l'intelligence artificielle, qu'il convient de définir au risque de tomber dans la caricature que je donnais précédemment. Car l'IA, c'est une réalité, mais c'est aussi un buzzword, et sa définition, comme vous allez le voir, n'est pas si simple que cela à établir, et ce sera donc ce à quoi je m'attacherai dans un premier temps, avant d'étudier en quoi elle devrait pouvoir se révéler fort utile en santé dans le domaine chirurgical. Voilà, donc si on était à Sciences Po, c'est vrai qu'il y a eu des intervenants qui y étaient, avec ce magnifique plan en 2 parties, je pourrais m'arrêter là, mais comme on ne peut pleinement apprécier Victor Hugo en faisant fi de toute rhétorique classique, j'ai prévu une 3e partie qui entend vous faire prendre conscience des limites et des risques propres à l'IA et à son application en chirurgie, afin que chacun d'entre vous ait en tête les questions que tout cela devrait normalement susciter. Titre 1, définition de l'IA. L'intelligence artificielle évoque avant toute chose une discipline qui relève essentiellement de l'informatique et des mathématiques appliquées. Elle vient donc avec un programme de recherche qui lui est propre
et qui démarre concomitamment à la naissance de l'ordinateur. Ce projet, quel est-il? Il s'énonce assez simplement faire réaliser par des machines des tâches qui demandent usuellement de l'intelligence pour les résoudre. Alors, à défaut de nous éclairer sur la nature de l'intelligence, il peut déjà définir ce qu'il y a d'artificiel dans l'IA, la conception d'une machine, qui par définition n'est pas humaine et dont la vocation est d'effectuer une tâche qui était a priori faite par l'homme. À peine ces précisions esquissées que s'ouvrent déjà plusieurs abysses. En quoi consiste cette intelligence que la machine cherche à reproduire? Est-elle mécanisable? Si oui, comment s'y prend-on? Sans parler des interrogations plus que légitimes concernant son usage, que nous résumerons en une phrase lapidaire, est-il seulement souhaitable? L'intelligence artificielle peut se substituer à nous dans deux genres d'activités. La première se conçoit sous la forme du raisonnement, classiquement accessible par programmation explicite de règles dans l'ordinateur. Ces règles étant intelligentes, n'ont-elles pas été produites par des experts du domaine considéré? Celui qui les respecte, mais aussi la machine-objet qui les suit, devient logiquement intelligent. L'autre activité, ressortie au phénomène dont nous n'avons pas conscience du fonctionnement, ni connaissance précise des mécanismes sous-jacents, la perception, qu'elle soit visuelle, auditive, mais également la faculté proprement humaine du langage. L'approche de ce domaine par les règles, l'ancienne manière de faire de l'IA, échoue sur ses capacités. Les nouvelles méthodes y pallient. Vous avez sans doute entendu que l'IA pouvait apprendre, et ce qui se cache derrière ce vocabulaire anthropomorphique est que le programme informatique qu'elle demeure, aux grandes dames de ses zélateurs ayant placé leur foi dans une IA générale de science-fiction, qui n'arrivera hélas que demain, ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. Bref, cette IA construit un modèle en ingurgitant des grandes masses de données, autre fait dorénavant bien connu, je pense. Ces approches dites d'apprentissage machine autorisent la vision par ordinateur qui devient capable de repérer des objets ou du texte dans des images, mais aussi des chatbots censés interagir avec nous par le biais du langage écrit. Voyez ChatGPT. Alors, si on s'en tient au seul aspect scientifique de l'IA, sa nature profonde se définit par un acte fondateur qui est celui de la modélisation. Donc, dans l'IA de l'avant, la programmation par règles que je viens d'évoquer, une situation est décrite par des experts puis codifiée. Et c'est une forme de modélisation de la connaissance par laquelle l'ordinateur traite des données pour produire un résultat cohérent avec les règles de traitement qu'on lui a données et qu'il applique en bon crétin digital qu'il est. L'IA de l'après, comme il vient d'être dit, est celle du machine learning, c'est-à-dire la constitution d'un modèle mathématique censé se conformer à la loi physique, sociale, empirique du phénomène considéré. Cette forme de modélisation dérive d'une phénoménologie, ça fait un peu écho à ce qu'on a entendu ce matin. Elle n'explique pas, elle ne comprend pas, elle réplique, plus ou moins fidèlement, un constat traduit par des données. Le moteur de cette IA est d'algorithmes, ceux d'optimisation qui assurent une convergence vers le modèle précisément optimal, qui explique les données fournies, mais surtout généralise, c'est-à-dire donne des résultats qui sont des prédictions, de la classification, de la complétion, résultats conformes sur des données non vues pendant la phase d'entraînement. Sinon, c'est de la triche. Illustrons ce schème important pour notre compréhension avec l'exemple paradigmatique de l'apprentissage supervisé. Alors, pour donner, nous disposons d'images numérisées. Cette précision est primordiale, faut-il vraiment y insister? Ces images sont des radiographies. Il nous intéresserait de savoir si ces clichés présentent la trace d'une tumeur. Pour l'ordinateur, ces images prennent la forme d'une matrice de pixels, c'est leur syntaxe, tandis que ce qui nous intéresse dedans est leur sémantique. Cancer ou non sur la foi d'une radio. Toute l'information est là, présente de manière implicite. Comment l'expliciter? Comment faire apprendre à l'ordinateur à départir un cliché comportant une tumeur d'un n'en comportant pas? Voici la solution, construite grâce à une R&D ayant couru sur plusieurs dizaines d'années, qui fournit la technique informatique reine de l'IA actuelle, le deep learning, l'apprentissage d'un modèle par la famille des réseaux de neurones. Nous allons ici utiliser cet algorithme en mode supervisé. Demandons à un médecin de disposer plusieurs milliers de radiographies en 2 tas.
celle qui présente une tumeur et celle n'en montrant pas. Cette étape consiste à étiqueter les données, qui sont les radios, je le rappelle, figurant autant d'exemples que l'on présentera au réseau de neurones. Son algorithme d'optimisation forme l'équation mathématique qui associe une image à son étiquette. Lorsque l'erreur que commet le réseau sur les bases d'apprentissage et de test tend vers 0, le modèle est prêt à être employé sur de nouvelles radiographies. Il pourra alors répondre à la question pour laquelle il a été conçu. L'image que je te présente contient-elle, oui ou non, une tumeur? Comme on le voit, cette technique est indissociable des données en amont sur lesquelles l'algorithme s'entraîne et le modèle de la situation ou du phénomène en jeu se forme. Le modèle est déterminé par corrélation statistique associant la cible, qui est la réponse à la question, à la donnée l'exprimant. Et c'est en cela qu'il y a supervision. Règne de l'implicite, dont seule la pointe est explicitée, c'est-à-dire le modèle répond, mais sans que sa réponse traduise un explicite, puisqu'elle n'est que le résultat de corrélations complexes entre des millions de variables, ici les pixels. Je dis bien une règle de détection de tumeur a bien été apprise, sans qu'elle ait été explicitée par le médecin étiqueteur, celui qui a fait les deux tas. Car seul le résultat de son action est reproduit et non la manière dont il a été réalisé. Le fait que la réponse soit majoritairement satisfaisante relève presque du miracle ontologique et incidemment oncologique. Nous venons d'évoquer deux manières de construire des IA, soit des modèles. La constitution de règles, donc la programmation classique, je répète, et l'apprentissage supervisé que je viens d'évoquer. Il existe encore deux ou trois modalités pour constituer des modèles, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Une troisième qu'on pourrait citer serait l'apprentissage auto-supervisé, mais là, je vous renverrai bien à mon récent ouvrage « Voyage au bout de l'IA », dans lequel cela est expliqué, et c'est par cette technique, entre autres, que fut créé ChatGPT. L'apprentissage supervisé, quant à lui, et comme son nom l'indique, effectue une modélisation sans connaître les étiquettes de données qui, au passage, ne sont pas obligées d'en avoir. En gros, ça fait du classement par regroupement d'individus dont les variables sont plus fortement corrélées entre elles que celles du regroupement d'à côté. Ça fait des clusters. C'est un joli terme, le cluster. De son côté, l'apprentissage par renforcement éduque son IA, à comprendre, constitue son modèle au gré d'une simulation qui renvoie dans les données d'entrée le résultat de l'action de l'agent automatique, un robot, mettons, sur son environnement. Alors si cette action est bonne, on récompense le modèle, ce qui lui indique de poursuivre dans cette direction, et si l'action est mauvaise, on le pénalise de sorte à ce qu'il en explore d'autres. Alors je viens de vous parler de robots, ce n'est pas tout à fait un hasard. Supposons précisément que nous souhaitions construire un robot chirurgical. Pour qu'il prenne des décisions et entreprenne des actions intelligentes, on va le doter d'IA. Ça paraît une bonne idée. Et je pense que maintenant, vous sentez la différence qu'il y a entre dire « l'IA va faire merveille en chirurgie » et « quelle technique d'IA à disposition va-t-on utiliser pour concevoir une assistance chirurgicale mécanisée ?» Tentons de répondre à cette dernière question. Alors, on voit mal ce que l'apprentissage non supervisé pourrait apporter à notre robot. Il n'est pas vraiment possible non plus d'appliquer l'apprentissage par renforcement. Il faudrait sans doute des centaines de milliers d'incisions létales avant que le bras mécanique apprenne à faire une appendicite correctement. On pourrait procéder par règle alors, mais est-ce encore de l'IA? Ne reste donc plus que l'apprentissage supervisé. Au final, à quoi l'IA peut-elle servir en médecine? Sans doute à quitter son côté art pour revenir vers une pratique plus technique. Et je conclurai cette section sur les définitions de l'IA par une caractérisation que j'affectionne. Faire de l'IA, c'est introduire plus d'ingénierie dans les processus. Les processus médicaux sont mécaniques, physiologiques, psychologiques, biologiques, mais peuvent aussi s'appréhender avec une vision technique qui vous parle de mesure, de modélisation, de prédiction, de guidage de précision, tout expédient en chirurgie à laquelle, ou plutôt auquel, l'IA peut donc prêter main forte. Alors, j'aborde la deuxième section de cette communication. Où peut-elle être donc utile en santé? Alors ici, plusieurs types de réponses peuvent être fournies. La réponse de l'ingénieur, que je suis, et celle du corps médical, que je ne représente pas,
et que dans une honnêteté démodée mais de bonne aloi, je ne donnerai pas. Je me concentrerai donc sur une réponse générique, donc dans quel cas l'IA peut apporter un soutien, pour rappeler ensuite les grandes promesses de la médecine 2.0, si j'ose dire, avant de me préoccuper d'une application naturellement attendue en chirurgie. Alors, la réponse générique, que va vous dire l'ingénieur? Eh bien que les techniques d'IA s'appliquent partout où l'on dispose de données en grande quantité et où en particulier la modélisation par apprentissage machine prend un sens. Le modèle développé, s'il est performant, permet de prendre alors toutes sortes de décisions sur une grande variété de cas d'usage. L'IA sera ainsi utilisable dans tous les domaines médicaux où beaucoup de données sont générées, par exemple où la préséance de la technologie fait qu'une surveillance par machine est possible et génère beaucoup de data. On songe bien sûr à l'analyse d'images, c'est l'exemple que j'ai pris comme par hasard à l'instant, d'apprentissage supervisé par les réseaux de neurones. Ceci fonctionne très bien, parfois avec des performances supérieures à l'œil humain. Autre domaine possible, l'analyse de big data, où vont être recherchées des corrélations fines au sein de bases de données extensives, aux fins d'obtenir une modélisation efficace du phénomène observé. Ensuite, l'informatique, qu'on utilise des algorithmes d'apprentissage ou pas, bien, ça permet de faire des simulations, ce qui est fort pratique pour étudier le positionnement de molécules ou de protéines dans l'espace et favoriser la recherche de la pharmacopée du futur. Enfin, au-delà des approches de computer vision, l'analyse documentaire, grâce aux méthodes dites de NLP, Natural Language Processing, devrait actionner des leviers également, car le traitement des données textuelles, qui requiert usuellement de mobiliser des personnes pendant longtemps, dans sa version rapide et automatique, est encore largement inexploité. Côté diagnostic, des tests ont été réalisés avec le ChatGPT, mais comme en médecine, on attend plutôt des réponses vraies basées sur un raisonnement clinique, et bien pour l'instant, ça revient un peu à lancer un dé pour voir si ça peut remplacer efficacement une calculatrice. Bon. Des améliorations sont, cela dit, sans doute à prévoir. De là à utiliser ChatGPT pour rédiger des tests de médecine à la place des impétrants, il y a encore loin, même si vous avez peut-être entendu que l'IA de ChatGPT est créditée passable à l'examen du barreau américain. Bon. Médecine 2.0, annonçais-je. Alors, si on quitte les sciences de l'ingénieur pour basculer vers le champ d'application de la santé, voici les grands cas d'usage qui sont actuellement envisagés et on retrouve naturellement les 4 P de la médecine 2.0 assistée par IA, parousie, paradigme, paradoxe et paracétamol. Voilà, donc c'était le bit de l'intervention. Très important d'en prévoir au moins un. Donc je rétablis les 4 P, prédictive, personnalisée, préventive et participative, comme au rugby. Alors, faire de la médecine prédictive, oui, c'est possible. Sur la base d'un modèle et de données l'alimentant en run pour son inférence, on cherche à aider la détection d'une maladie ou à la surveillance de son évolution, oracle de notre ère. Faire de la médecine personnalisée, c'est une des promesses fortes du numérique, tout comme dans la sphère du commerce en ligne, les données qui vous concernent doivent permettre une recommandation médicale personnalisée et donc une personnalisation du traitement. Votre singularité est enfin reconnue par la médecine. C'est la promesse véhiculée par le jumeau numérique qui combine la personnalisation et la prédictivité en établissant de vous, et c'est ça la gémellité, un modèle réputé exact duquel déduire vos réactions probables face à telle ou telle maladie et traitement. Alors, faire de la médecine préventive, pourquoi pas? En combinant ces 2 P-là, si vous êtes capable de simuler assez finement l'ensemble des organes et leur interfonctionnement, vous obtiendrez une compréhension globale du corps qui vous permettra non seulement la prescription de traitements personnalisés, mais de surcroît, ce qui est imaginé derrière correspond au fantasme absolu en médecine, l'anticipation du risque de la maladie afin de détourner le fatum et de combattre précocement les facteurs aggravants. Mieux que de guérir, ne pas être malade, retrouvant par là la maxime populaire, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, et à défaut, mieux vaut guérir que mourir, c'est presque la devise des hommes. Pour ce qui est de la médecine participative, ça a l'air chouette dit comme ça ressemble à un club de bridge, mais j'ai absolument pas le temps d'en parler. Alors, le cas de la chirurgie au sein du domaine médical, faisons maintenant un focus sur la chirurgie. On peut raisonnablement considérer l'ordre chronologique et se rendre compte que les interventions de l'IA peuvent se situer en préopératoire, pendant l'acte chirurgical et enfin au niveau du service après-vente, si vous me passez l'expression, post-opératoire,
pour le monitoring et le suivi sur le long terme après l'intervention. Bon, et là où est attendue la véritable IA, c'est dans la commande autonome d'un robot chirurgical, l'IA comme cerveau d'un corps robotique capable de percevoir, comprendre et agir sur son environnement, c'est-à-dire sur votre propre corps. L'autonomie dont il est question provient de capteurs multiples, dont la computer vision ne réalise qu'un seul axe de l'ensemble des mesures et des sensations à disposition du chirurgien humain. Dans cette projection, dont on commence à voir poindre les premières réalisations, l'IA interviendrait dès lors comme substitut de l'être humain à la console de commande par un mécanisme qui capterait les flux physiologiques, les interpréterait, prendrait une décision et commanderait les bras du robot. Sur ces différents axes, c'est l'idée par exemple de doter de capteurs haptiques les robots pour traduire un sens supplémentaire, celui du toucher. Comme la computer vision que nous venons de mentionner, et qui reconnaît mieux les cancers sur les radios qu'un oncologue, ces capteurs seraient à même d'effectuer des actes de palpation avec détection d'événements qu'un médecin pourrait ne pas sentir. Artères, tumeurs, nodules. Notez qu'on a déjà glissé grammaticalement sur le mode du conditionnel. Une autre possibilité d'intervention de l'IA, moins ambitieuse que la commande robotique, consisterait à fournir une aide à la prise de décision, décision que le chirurgien prendrait non plus sur des mesures physiologiques directes, mais sur des résultats calculés par un modèle. Tout cela n'étant fait bien entendu dans un seul but, celui de procurer un bienfait supplémentaire et supérieur aux patients, n'est-ce pas? Alors, en ce qui concerne les limites et les risques, l'IA fonctionne très bien dans les endroits où elle fonctionne, et ce fait ne doit pas être minimisé. Néanmoins, l'attitude béate, qui consisterait à croire que l'IA est intelligente et pourrait remplacer l'homme dans la plupart de ses actions ou décisions, relève à tout le moins d'une croyance erronée. J'ai laissé entendre qu'il fallait parfois se méfier. Il est peut-être temps de passer en revue quelques limites du paradigme statistique avant de nous intéresser aux risques induits par l'IA qui termineront cette communication. Alors, de l'IA magique aux tristes réalités statistiques. Les réussites récentes et éclatantes de l'IA tiennent au protocole efficace du machine learning. Contrairement à ce que voudraient nous faire croire ses tenants les moins scrupuleux, il n'est pas pourtant exempt de limitations qui lui viennent avec le lait de sa mamelle nourricière, la science statistique. En voici quelques-unes. Apprendre n'est pas sans biais. Le modèle ainsi produit par des données constitue sa base d'apprentissage, qui doit être soigné, faute de quoi une sélection maladroite crée un modèle qui ne sera pas à même de généraliser correctement, autrement dit, un mauvais modèle. Et vous avez un grand classique de la statistique qui enseigne aussi qu'il existe un compromis biais-variance toujours présent. La donnée confère certes un ancrage réaliste, mais ne garantit pas l'accès à une loi au sens des sciences physiques. Que faire d'un modèle qui empiriquement fonctionne jusqu'ici, so far so good, d'accord, mais auquel on peut se fier en toutes circonstances? Deuxièmement, induire n'est pas déduire. Autre empirisme, on aura peut-être connu dans la formation d'un modèle par machine learning la technique statistique d'induction. Une loi mathématique est dérivée d'un échantillon, qui est la base d'apprentissage, et appliquée telle qu'elle sur de nouvelles données pour produire ces prédictions attendues, et c'est ce qu'on appelle inférence. Et il faut bien voir que le modèle est appliqué toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire avec un présupposé que la loi trouvée conserve sa validité sur la population de données générales. Avec l'induction, on est à l'opposé du mécanisme de déduction, plus sûr, beaucoup plus sûr, et qui ne laisse pas place au hasard ou aux probabilités, devrais-je plutôt dire. Troisième point, prédire n'est pas expliquer. Et puisque le modèle appris implicitement à partir de données fatalement biaisées, rappelons que les données, c'est une construction, on est très loin de la neutralité. Donc sur le mode de l'induction, ce modèle ne donne pas de compréhension du phénomène dont il est censé rendre compte, mais permet seulement de prédire. C'est bien, mais toute décision prise à partir de ces résultats repose donc sur une forme de croyance, l'explication étant absente. L'efficacité est bien au rendez-vous, mais qu'il est encore étonnant de parler d'intelligence, fut-elle artificielle. Quatrième point, peut-être plus connu, corrélation n'est pas causalité.
La synthèse du modèle repose sur la mise en corrélation, je l'ai déjà dit, de nombreuses variables, de très nombreuses variables, et sa réponse s'appuie sur ces corrélations. Alors si on vise la seule prédiction, c'est suffisant dans la plupart des cas. C'est-à-dire si vous avez un phénomène du type d'une implication logique, A implique B, si quand on a A, B est toujours dans les parages, c'est une corrélation. Donc si vous cherchez B, la recherche de A peut suffire, condition suffisante, mais pas nécessaire. En outre, rien n'interdit de penser que B est antérieur à A et qu'il en est même peut-être la cause. Corrélation n'est pas causalité, c'est en partie pour cela que la prédiction n'est pas synonyme de la compréhension qui met en jeu la nature causale de l'univers, qui, pour nous surprendre, peut-être, abrite aussi en son sein des coïncidences. 5e point, la carte n'est pas le territoire, votre aphorisme peut être connu. Revenons aux fondamentaux. Les données dont va dériver le modèle ne forment qu'une vision parcellaire de la réalité, un tout petit morceau, quels que soient les hexaoctets entrant dans leur composition. La trace numérique du monde n'est pas le monde. De plus, ce que l'on conçoit avec n'est qu'un modèle, soit par définition une abstraction, une réduction du monde. L'IA du machine learning apparaît alors comme une carte au carré, je dirais, qui l'éloigne irrémédiablement du terrain. Selon les cas d'usage, son efficacité n'en est pas forcément moins grande, c'est ça qui est redoutable, mais cet écart entre le monde et ses représentations ne doit pas être ignoré. On vient de le voir, même si plusieurs limitations s'attachent à l'IA, celle-ci reste efficace dans les situations où elle est relativement indépendante de l'environnement et indépendante de l'histoire passée. En effet, son principal mécanisme d'apprentissage repose sur l'induction à partir de données et donc suppose deux hypothèses. L'une, que le phénomène à l'étude est séparable, découplable de son environnement, et l'autre, de stationnarité du dit phénomène. Or, en chirurgie, il existe à l'évidence une forte dépendance aux deux. La maladie que l'on tente de soigner est multifactorielle et dépend fortement de la réponse dans le temps de l'organisme considéré. On ne se trouve donc pas dans la configuration d'un bon use case, comme on dit chez moi, pour l'IA. Maintenant, ne parlons pas d'une impossibilité majeure, nous voulons faire preuve de réalisme. Le robot des films de science-fiction finira sans doute par exister, tout comme la voiture vraiment autonome finira sans doute par exister, mais dire que ce sont les technologies d'IA actuelles qui les créeront, pour lui permettre de remplacer un chirurgien dans quelques années, voilà qui me paraît confondre pratique de la R&D avec pratique commerciale quelque peu douteuse. Enfin, un handicap majeur qu'aucune technique d'IA n'a pour l'instant résolu et qui semble l'éloigner durablement d'une comparaison avec notre intelligence, est ce que certains auteurs nomment sa cécité sémantique. Le sens des choses lui échappe. Non seulement le bon sens, ce sens commun tant partagé qui nous habite instinctivement, mais aussi la signification des objets traités par l'IA. Une radiographie n'est pas un nuancier de gris pour nous autres. Notre interprétation de son sens est directe. Idem pour les phrases. La syntaxe est acquise à ChatGPT, mais il est évident que la machine ne confère aucun sens à ce qu'elle écrit, tandis que la primauté du langage est, pour nous autres humains, le sens véhiculé et secondairement la forme qu'il incarne. Les deux nous apparaissent en relation étroite, bien sûr, mais ne le sont pas pour la machine, je prends la précaution de rajouter, à ce jour. Alors, les risques de l'usage de l'IA en santé. Bien, ces limites que je viens de citer sont d'ordre technique, fréquemment passées sous silence quand on a à vendre des produits, et ce ne sont cependant pas les seuls problèmes auxquels on doit faire face lorsqu'on se décide d'utiliser l'IA dans un domaine, quel qu'il soit. Donc je vous propose maintenant de voir, sans prétention à l'exhaustivité, quelques sujets ayant trait à celui de la santé. Donc j'en ai 4 avant de conclure. Premier, c'est la préséance de la forme sur le fond. Oui, j'ai gentiment amené la chose. Assister le patient ou le médecin par la technologie, c'est le mouvement que suit la médecine depuis l'apparition des artefacts techniques, et cela semble très bien. Que la recherche médicale puisse bénéficier d'analyses statistiques poussées, à condition qu'elles servent un but noble de traitement médical, et non toutes les horreurs ou les stupidités que l'on peut imaginer à base d'IA, voici qui ne donne absolument rien à redire. En revanche, la dérive, qui consisterait à remplacer la médecine par la médicométrie, donc soit finalement le passage d'un diagnostic humain
vers une mesure de données fournies par des capteurs, suivie d'un traitement élaboré comme prise de décision automatisée. Est-ce un bon succès d'année à la médecine? On vient de le rappeler, les données brutes n'existent pas. Une donnée est une construction. D'autre part, la mesurabilité de toute chose et leur subséquente optimisation algorithmique par ce truchement n'est qu'un mythe de plus. Bon, je vais peut-être passer quelques citations philosophiques qui lui fait plaisir à notre modérateur. J'avance. Deuxième point, des données personnelles et les données de santé. Vous l'avez bien compris, l'intelligence artificielle ne peut se passer de données, c'est au moins un truc qu'il faut retenir de cette communication, c'est bien ça. Si on utilise une programmation classique par règle, on aura forcément besoin d'acquérir puis de traiter des données sur lesquelles les appliquer et obtenir des résultats intéressants. Et c'est a fortiori vrai de l'apprentissage machine qui, pour sa part, ne peut se passer de données non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Et c'est là qu'intervient le grand croque-mitaine, le droit d'usage des données, et en particulier celui des données de santé, qui sont des données à caractère personnel spécifique. La loi informatique et liberté, ou le RGPD si vous préférez, encadre, en tout cas en France, l'usage des données à caractère personnel. Ce volet juridique n'est pas vraiment un frein au traitement, disons qu'il constitue un frein formel ou formaliste. La vraie problématique concernant l'utilisation des données de santé est éthique. Parce qu'on a beau parler de consentement éclairé, allez le donner quand on est malade. La commercialisation des données de santé visant à enrichir des sociétés privées par la captation d'informations aussi personnelles devrait également motiver la réflexion. Ensuite, d'un point de vue technique, si je reviens un peu ingénieur, ce qui se cache derrière cette question, c'est la sécurisation de l'accès à ce type de données. Et à cet égard, les attaques souvent réussies de pirates informatiques contre des hôpitaux laisse songeur. Troisième point, prise de pouvoir des non-médecins sur la santé. Donc, on le lit depuis quelques années dans la presse, une IA a détecté un cancer mieux qu'un oncologue, une IA a servi le café mieux qu'un garçon de café, ça c'est formidable. Cette propension qu'a l'industrie du numérique de chercher à faire croire que les médecins sont des professionnels inefficaces et en tout cas moins habiles que des machines, fait bien entendu partie d'une stratégie commerciale, les GAFAM, des startups impliquées dans la conception de produits à base d'IA. Alors, sans parler de les remplacer ou de faire mieux qu'eux, la promesse d'IBM, une grande firme, d'accord, Watson, à la base, c'était de faciliter la bibliographie. Parce qu'un médecin, pour rester qualifié, devait lire je ne sais plus combien de milliers de pages par jour. Et comme on sait tous que c'est impossible, c'est donc qu'ils deviennent incompétents. Voilà, donc IBM Watson était heureusement là pour les aider, sauf qu'en fait, les promesses n'ont pas vraiment été tenues. Mais bon, ça, ce sont les échecs du passé. Supposons que le futur nous aide vraiment à améliorer ces machines. Si l'IA, via les types d'applications que nous avons cités tout à l'heure, donc les 4 P, devient si bonne que ça, les médecins ne vont-ils pas tout simplement être dépassés par notre propre invention collective? Qui sera alors aux manettes? Probablement les mêmes sociétés multimilliardaires au détriment des professionnels de santé qui deviendront au mieux leurs salariés. Avec la crise du Covid, on a pu voir, du moins percevoir, qui prenait les décisions en matière de santé publique, et qu'il s'agisse d'un élu décidant à peu près seul dans le secret de sa cave ou de grands cabinets de conseil prodiguant à frais non moins grands leur précieuse expertise, aucune de ces entités ne peut se réclamer de connaissances approfondies en médecine. Alors, une fois l'outil IA amélioré, celui-ci devra rester au service et aux commandes du corps médical. La situation inverse serait, à mon sens, absurde, grotesque et dangereuse et donnerait vraisemblablement lieu à un nouveau genre de médecine à 2 vitesses, la médecine automatisée pour les pauvres et la vraie consultation pour les riches. Et je parlais tout à l'heure de l'application rêvée de l'IA en chirurgie, qui était la visée d'une robotique autonome. Et étant donné le seul paradigme d'apprentissage sensé, on a déjà évoqué que c'est l'apprentissage supervisé, il est clair que l'IA demandera beaucoup de données, et donc il est assez tentant de capter tout ce qu'on peut à partir d'actes chirurgicaux, dans le but intentionnellement exprimé de remplacer les chirurgiens. Car, autre fantasme, en bardant les chirurgiens de capteurs, on pourrait enregistrer leurs mouvements, leurs décisions, à reproduire ensuite automatiquement par apprentissage machine, un peu comme un robot chef d'orchestre, on n'aurait plus besoin de son modèle de chair et de sang. Et les applications anticipées pour raisons humanitaires, genre mieux vaut un robot qu'un chirurgien quand on n'en a pas, comme si les robots allaient être moins chers, agissent comme des pieds de biche pour prévenir les réticences.
Et quant à la captation de données, comme toujours, ceux qui commencent à utiliser et à forger ces outils pour faire des opérations en acquièrent de plus en plus, ce qui leur permet d'être plus performants et de se constituer leur petit monopole. Je conclus sur la responsabilité pénale, donc c'était mon dernier point. L'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite, écrivait Alphonse Allais. Alors, les circonstances et l'air du temps ont quelque peu changé depuis, et il n'est plus très sûr que le praticien malheureux soit durablement à l'abri d'un procès. D'ailleurs, la même problématique que l'usage de la jurimétrie en droit se pose en médecine. Vous savez peut-être, des logiciels d'intelligence artificielle sont utilisés aux États-Unis pour prédire les probabilités de récidive criminelle. Cet exemple est connu parce qu'il a été démontré que ces logiciels conduisent à des décisions biaisées, une partie des biais venant précisément des données, traduisant les décisions, devinez quoi, biaisées des juges. Et la question qui se pose, que le logiciel soit amélioré ou non, c'est quel juge prendra la responsabilité de ne pas suivre la préconisation de la machine. Et bien, de la même manière, quel médecin prendra la responsabilité de ne pas suivre la préconisation de la technologie? Opérer ou non? Prescrire tel traitement difficile ou pas? Je choisis de suivre la préconisation et les choses tournent mal. Vais-je en prison? Et si je sais que la préconisation de la machine est notoirement stupide, quel risque ai-je à transgresser sa suggestion au cas nécessairement exceptionnel où les choses ne se passeraient pas comme prévu? Dans l'hypothèse où il y aurait débat entre l'IA et le praticien, la première initiative à mener serait de chercher à le résoudre. Du côté de la machine, ça signifierait qu'on puisse proposer, en sus de sa préconisation, une explication de cette dernière. Et on rallie ici l'idée fort débattue, y compris dans le monde de la recherche en IA, de son explicabilité. Et nous retrouvons ici matière à un nouveau paradoxe. Dans le cadre de notre bloc opératoire, si l'action qui a été prise ou suggérée par l'IA est mauvaise et que le chirurgien l'a appliquée quand même, explicable ou pas, il l'a appliquée. Et donc l'explicabilité n'est là que pour déterminer a posteriori à qui la faute, ce qui dénote incidemment une déplaisante asymétrie, j'en conclurai là, si l'IA a raison et que le chirurgien a fait autrement. Haro sur le baudet. Et si l'IA a tort et que le chirurgien l'a suivi, haro sur le baudet. Le même, car on n'abandonnera pas l'IA au motif d'un seul, quand bien même regrettable, accident. Bref, l'IA a toujours raison et le chirurgien qui la suit, toujours tort. Tort de devoir s'en remettre à une machine qui fait mieux que lui. Tort d'être moins compétent qu'une machine. Tort de suivre la machine lorsqu'elle a tort. On espère que le patient n'est pas là seulement pour subir les frais. Heureusement, il y a une forme de précédent dans ce débat, celui de la responsabilisation du constructeur d'une voiture autonome mise en circulation. Le robot chirurgien, l'IA d'aide à la prise de décision, même combat. Merci à vous. Merci Axel. Peut-être qu'on va passer sur les questions. Oui, je pense qu'on va avancer parce que sinon, là, on va déjà avoir la consultation médicale endormie, donc on ne veut pas qu'on insiste trop. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça me rappelle une petite vanne de bloc opératoire. Quand on demande au chirurgien, t'en as pour combien de temps? Il dit, oh, un petit quart d'heure, 20 minutes. C'est exactement ça. Alors, on va appeler madame... Donc c'est pardonné alors. Oui, tout à fait. Bah, c'est bien là que l'anesthésie. Pauline. Donc, il va nous parler d'anesthésie. C'est ce que j'ai Je pense qu'il y aura des moyens de se poser des questions générales sur l'IA au fur et à mesure de la suite des communications. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à toutes. Alors avant de commencer, je tiens évidemment à remercier les équipes organisatrices ainsi que celles de l'hôpital Cochin
qui nous reçoivent donc aujourd'hui. Et la présentation va peut-être s'afficher sous vos yeux. Tu veux qu'on se décale peut-être? Non, c'est Non, c'est bon. c'est bon. Il faut juste qu'on ait le... Si la lumière ne vous embête pas. Voilà, parfait. Lunettes de soleil. Je suis devant quand même. Tu mets sur le visage aussi. Alors, pour discuter de l'encadrement éthique d'une technique de médecine prédictive en anesthésie, je vais prendre l'exemple sur lequel je travaille de la consultation médicale endormie. Alors, la consultation médicale endormie, hop, Je vais passer pour vous. et c'est la suivante encore. Merci, je fais un petit signe, super. Alors, donc, la consultation médicale endormie, ou CME, est une technique de médecine prédictive élaborée depuis 2018 par l'équipe du professeur Fabrice Vallée au sein du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Lariboisière. Les données issues du monitoring d'anesthésie sont traitées par des algorithmes dits d'intelligence artificielle qui en infèrent des prédictions de risque de développer des maladies neurodégénératives ou cardiovasculaires, telles que la maladie d'Alzheimer ou en l'occurrence un infarctus du myocarde. Toujours à l'essai, la CME pourrait demain constituer un dispositif médical, en l'occurrence un logiciel de prédiction qui, intégré au bloc opératoire, concernerait jusqu'à 12 millions d'anesthésies par an en France. En permettant une prévention accrue contre certaines pathologies du cœur et du cerveau, la CME valoriserait la spécialité qu'est l'anesthésiologie en tant que médecine générale de l'hôpital. Mais ce futur dispositif médical soulève de nombreuses questions éthiques. Celles-ci tiennent aux conséquences de la médecine prédictive ainsi qu'à sa généralisation par l'usage de l'IA en santé. Alors de quoi parle-t-on? Tout d'abord, la médecine prédictive, aussi appelée médecine moléculaire outre-Atlantique, est née en France dans un contexte de recherche génétique. Mais elle dépasse aujourd'hui ce cadre. Avec la remise en cause de l'influence des gènes par le milieu, en témoigne de l'épigénétique, la médecine prédictive repose plus généralement sur l'utilisation, je cite, de données d'origine diverses, génétiques, biochimiques, statistiques, pour prévoir l'évolution pathologique d'une personne ou d'une population grâce à la connaissance de facteurs de risque auxquels elle est exposée. Ensuite, bien que l'IA demeure un concept flottant, elle est définie en droit dans le secteur de la santé comme un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmiques dont l'apprentissage a été réalisé à partir de données massives. La médecine prédictive emploie ainsi des algorithmes d'IA qui traitent de données de santé par des capteurs, collectées par des capteurs en quantité massive en vue d'établir une prédiction de risque. Or, celle-ci repose sur un régime probabiliste et incertain. De sa simple énonciation, la prédiction pourrait engendrer par l'effet nocebo la survenue de la pathologie plutôt que de prévenir son apparition, aux antipodes donc des objectifs attendus. Contrairement à l'effet placebo, l'effet nocebo reste méconnu de la pratique médicale et peu pris en compte par les pouvoirs publics, qui plus est à l'aune de la médecine prédictive. Étudié dès le XVIIe siècle, le placebo en tant que tel reste appréhendé jusqu'au XXe sous une acceptation négative. Il est un traitement sans principe actif, qu'usent volontiers les charlatans pour plaire aux patients, selon le terme latin placere dont il est issu. Mais au siècle dernier, l'administration d'un placebo devient la norme, comme vous le savez, des expérimentations scientifiques. Le groupe testé reçoit le traitement à l'essai, le groupe contrôle se voit administrer un placebo. Le traitement est probant s'il améliore l'état de santé des personnes relativement à l'effet placebo, c'est-à-dire l'effet psychologique ou psychophysiologique qui peut accompagner l'administration d'une substance factice, mais aussi de tout médicament ou de toute méthode à visée thérapeutique. En 1955, c'est l'anesthésiste américain Henry K. Beecher qui est le premier à donner une évaluation de cet effet de l'ordre de 35,2, plus ou moins 2,2%. Malgré son incidence considérable, les processus à l'origine de cet effet placebo-nocebo restent mystérieux. Les expliquer nécessiterait peut-être de répondre à l'énigmatique problème corps-esprit, laissant à déterminer le lien entre corps et esprit. Les approches qui tentent d'y répondre sont classiquement réparties en deux catégories. L'une dualiste, qui présume que le corps et l'esprit sont deux états ou substances interagissant,
l'autre moniste, réduisant corps et esprit à une entité, soit physique et matérielle, soit psychique. Aucune de ces approches n'apporte de solution. Toutefois, la médecine conventionnelle occidentale hérite de présupposés matérialistes ou physicalistes, identifiant le plus souvent au niveau moléculaire des principes actifs sur le corps. L'importance et la diversité du phénomène effet placebo a donc pour première implication éthique évidente de donner aux biomédecins convaincus une leçon de modestie, souligne la biologiste Chantal Tillman-Clavier. En effet, tandis que la médecine prédictive issue de la génétique cherche par l'épigénétique à intégrer l'influence du milieu avec de nouvelles données, elle reste indifférente aux facteurs psychologiques ou psychophysiologiques dont l'effet placebo relève et qui tiennent également du milieu. De ce paradigme, et dans ce paradigme, comment un dispositif médical prédictif de risque pathologique pourrait-il limiter l'effet nocebo inhérent à sa prédiction? À partir de l'exemple de la CME et de son contexte de développement, dans une première partie, seront proposés par ailleurs, pour répondre aux implications herméneutiques et mésologiques de la médecine prédictive dans un deuxième temps, quelques principes pour réprimer cet effet nocebo. Alors, la nature de la CME, futur dispositif prédictif usant des données de l'anesthésie générale, doit être comprise dans le contexte de développement de la médecine prédictive par l'IA. Actuellement à l'essai, la CME pourrait demain relever la qualification juridique de dispositif médical. Portée par la chaire Données massives et intelligence en santé, l'IA à PHP centrale Supélec, la recherche sur la CME est menée par une équipe pluridisciplinaire. Elle réunit professeurs, médecins anesthésistes, mais aussi ingénieurs, mathématiciens, ainsi qu'un conseiller en éthique des données, ici, devant vous. Hop, mesdemoiselles, mesdames, si vous m'entendez là-haut, merci. Bien, en effet, l'équipe du professeur Vallée mène depuis 2018 une étude de cohorte longitudinale sur les 200 patients par à la cohorte de la CME et anesthésiés pour les besoins de chirurgie orthopédique et neurovasculaire. 20% ont développé une pathologie cardiovasculaire ou un déclin cognitif 2 ans après leur intervention, ce qui correspondrait aux données existantes dans la littérature. Pour obtenir cette prédiction de risque, les signaux de l'électroencéphalogramme et de la pression artérielle sont croisés puis pondérés par la dose médicamenteuse administrée aux patients. Cette technique prédictive issue de l'anesthésie se distingue donc des techniques et des modèles historiques de médecine prédictive fondés sur la génétique. En tant que traitement algorithmique ou logiciel de prédiction, elle pourrait bientôt constituer un dispositif médical fréquemment utilisé lors des anesthésies générales. Le rôle de l'anesthésiologie au sein de l'hôpital s'en trouverait enrichi. Apparue au XIXe siècle, cette discipline qui cherche à s'émanciper du giron de la chirurgie au bloc opératoire affermirait sa légitimité par la médecine dite in silico, c'est-à-dire réalisée au moyen d'un ordinateur. Aussi, selon les recommandations européennes, les systèmes d'IA doivent, dès leur conception, respecter les principes de l'éthique dite by design. Alors, mathématiciens et ingénieurs, concevant formules et algorithmes de la CME, d'après les observations cliniques des médecins, doivent éviter leur potentiel biais appréhendé par l'éthique. La recherche de la CME en éthique entend dès lors faire dialoguer chercheurs, sociétés civiles et citoyens sur les enjeux de l'IA. C'est pourquoi, tout d'abord, un cycle de 5 séminaires interdisciplinaires sur l'éthique de l'IA a été organisé en partenariat avec la chaire de philosophie à l'hôpital. Aussi, une étude en éthique s'intéressant à la compréhension des risques de la médecine prédictive est en cours auprès d'une quarantaine de patients de la CME. De plus, une consultation citoyenne sur laquelle nous reviendrons a permis de récolter l'avis de 407 usagers des arrondissements limitrophes de l'hôpital Lariboisière sur les évolutions relatives à la gestion des données de santé. Enfin, les résultats de ces recherches seront publiés dans un livre blanc sur l'éthique des données de la médecine prédictive, présenté lors d'une journée éthique au département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital Lariboisière. Alors, ce futur dispositif médical se déploie dans un contexte promouvant la médecine prédictive tant par les infrastructures gestionnaires de données que par le développement de l'IA pour la santé. Des changements au niveau collectif et individuel facilitent la mise à disposition des données de santé au soutien d'innovation en IA.
La plateforme des données de santé, Health Data Hub, élargit en 2019 le champ des données réunies au sein du système national des données de santé. Cette centralisation de nombreuses bases de données simplifie leur accessibilité aux acteurs publics, mais également privés. Le HDH est en outre à la tête d'un consortium désigné par la Commission européenne pour préfigurer l'espace européen de données de santé, adjoignant les hubs nationaux. Les données de cet espace européen seraient utilisées à des fins altruistes, au sens de la proposition d'acte sur la gouvernance des données, c'est-à-dire, je cite, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lesquels elles ont été générées. De surcroît, un espace numérique de santé qui serait à terme contenu par le Health Data Hub a été automatiquement créé pour chaque Français et pour chaque Française en janvier 2022, sauf opposition de leur part. Outre le dossier médical partagé, il contient des constantes de santé issues d'objets connectés, des données relatives au remboursement des soins par l'assurance maladie ou encore, je cite, toutes autres données de santé utiles à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins. Par l'étendue des données centralisées au sein du Health Data Hub, collectées par l'espace numérique de santé, la médecine prédictive ne se limite plus aux données génétiques. Elle intègre d'autres données de santé propres à l'imagerie médicale, aux épographies, scanners, etc., aux examens, aux consultations, aux analyses, et bien plus encore. Les maladies mendéliennes monogéniques étant rares, la médecine prédictive étudie par les données massives les maladies multifactorielles ou polygéniques qui résultent de l'expression de plusieurs gènes et du milieu. Or, cette mise à disposition des données de santé, sur laquelle s'appuie la médecine prédictive, fait craindre des atteintes évidentes au secret médical, qui plus est à la vie privée. En effet, le recroisement des données de santé désormais largement accessibles permet de réidentifier la personne, dont les données, par mesure de protection, sont pourtant chiffrées. À cela s'ajoute un effacement du consentement individuel en matière de réutilisation des données de santé et d'usage des dispositifs médicaux reposant sur l'IA. Certes, le traitement des données de santé est par principe, en vertu du RGPD, et également la directive 95 qui précédait, prohibé, sauf exception, notamment si la personne y consent. Mais depuis le RGPD, si les données de santé sont réutilisées pour améliorer les dispositifs médicaux, le consentement de la personne n'est plus requis. Autrement dit, les dispositifs tels que la CME bénéficient de cette exception au consentement individuel. En outre, depuis 2021, le patient ne dispose que d'un droit à l'information du recours à l'IA pour sa santé. Il peut être informé de ce recours ultérieurement à son usage. Or, le droit à l'information ne suffit pas à garantir l'autonomie dans le contexte d'une médecine prédictive et personnalisée. Pointe avec d'autres Poilou, Veil, Dubuc. En raison des quantités de données collectées, les informations communiquées aux patients en viennent à manquer de pertinence. Les découvertes fortuites réalisées ne sont pas nécessairement interprétées par un médecin. Les personnes sont alors en proie à une information qui n'est ni claire, ni loyale, ni appropriée. Malheureusement, ces changements en matière de gestion des données de santé et d'IA pour le soin semblent s'opérer dans l'ignorance des intéressés. Selon les résultats exploratoires de la consultation organisée d'octobre 2022 à février 2023, 58% des répondants ne savent pas qu'un espace numérique de santé leur a été ouvert. 81% ignorent que les données de santé de cet espace peuvent être mises à disposition d'entreprises privées en vue d'innover. Ou encore, 83% des personnes interrogées n'ont pas conscience que le consentement du patient à l'usage de l'IA pour sa santé n'est pas requis. L'ignorance des intéressés emporte néanmoins des risques individuels mais aussi collectifs. Les actuels développements de la médecine prédictive comportent des risques pour la personne sur le plan herméneutique et pour la société sur le plan mésologique. Au niveau individuel, tout d'abord, les dangers de la médecine prédictive liés au surtraitement, à la surmédicalisation, à l'administration de traitements inappropriés ou encore à l'impact psychologique de cette prédiction sont bien identifiés. Or, moins pris en compte par les avancées de cette médecine, le risque herméneutique, qui tient à la perception de la prédiction par la personne et à son effet nocebo, mériterait de l'être. La prédiction de risque repose sur des signaux faibles, statistiques, et ne doit pas être confondue avec un diagnostic. Elle s'inscrit dans le registre hypothétique du futur. Mais selon les origines génétiques de la médecine prédictive, cette prédiction se confond avec la notion de diagnostic présymptomatique. Considérant que la maladie peut être objectivable par des anomalies génétiques,
La médecine prédictive génétique conduit toutefois à un paradoxe mis en exergue par Catherine de Walker. Tout se passe comme si l'individu testé était considéré comme malade au moment du test génétique. En cherchant à l'objectiver sur le plan génétique, la prédiction entérine la maladie, pourtant non exprimée au niveau symptomatique. Le risque pointé par ce paradoxe vaut pour la médecine prédictive reposant sur les données massives en général, dont le caractère massif ne fait qu'accroître l'objectivation. La prédiction écrase l'avenir, selon la fameuse expression attribuée au professeur Jean-Claude Aménessène, et donne un poids démesuré à une forme de prédiction par rapport à l'ensemble des autres événements imprévisibles. Pire, lorsque les pathologies prédites ne s'accompagnent pas d'un traitement curatif, à l'instar de la maladie d'Alzheimer pour la CME, ou d'un traitement palliatif, la prédiction devient malédiction. Au fatalisme prédictif cède l'effroi ou l'angoisse de la personne dans l'attente de la survenue de la maladie, mais dénuée de moyens d'y faire face. Or, les conséquences psychologiques de la prédiction, que sont le stress et l'anxiété, affaiblissent le système immunitaire de la personne, la prédisposant alors au développement d'une pathologie. Loin de prévenir l'apparition d'un trouble, la prédiction pourrait participer donc de celle-ci. De surcroît, au niveau collectif, maintenant passons au niveau collectif. De surcroît, l'effet nocebo des prédictions de risque au niveau individuel va se répercuter au niveau collectif et mésologique. En 1999, on redoutait déjà que la médecine prédictive n'envahisse l'homme sain au XXIe siècle jusqu'à en faire un homme malade et perpétuellement inquiet de son avenir immédiat ou lointain. Pourtant, force est de constater que les répercussions des prédictions de risque se multiplient, qui plus est en génétique, d'où elles proviennent. Progressivement, les informations révélées lors de tests génétiques s'étendent d'une part à la famille, possiblement en 2004, obligatoirement depuis 2011, et d'autre part à la personne, qui, depuis 2021, peut recevoir des caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou avec l'objectif initial du test réalisé. Par cet élargissement du domaine des prédictions en génétique et les développements de la médecine prédictive par les données massives, la société dans son ensemble risque d'entrer dans un nouveau paradigme déterministe. Car, selon les fondements de la mésologie, la réalité n'est pas seulement reçue par l'individu de son environnement. Sujet et non objet de l'environnement, l'individu réagit avec son milieu et inversement. Personne, milieu et environnement sont donc en perpétuelle coévolution. C'est ce que redécouvre la médecine prédictive génétique à travers l'étude des maladies multifactorielles ou polygéniques qui supposent d'intégrer des données phénotypiques et environnementales. Or, la généralisation de la médecine prédictive et son absence de garde-fou à l'effet nocebo pourraient avoir des implications sur la perception collective de l'environnement, influençant le milieu et donc les phénotypes. Par un phénomène auto-entretenu, la médecine prédictive pourrait accroître les risques pathologiques d'essai en génétique ou par les données massives en modifiant la perception du milieu au niveau individuel et collectif. Merci. Les implications néfastes de la prédiction de risque invitent à un encadrement éthique différent du cadre juridique actuel des dispositifs médicaux reposant sur l'intelligence artificielle tels que la CME. Cet encadrement se décompose en deux temps, celui de la collecte et celui du traitement des données. Alors, le consentement de la personne à la réutilisation de ces données de santé pour l'amélioration des dispositifs médicaux n'est pas requis par le RGPD, en dépit des atteintes potentielles à la vie privée et aux libertés résultant du recroisement des données par des tiers, assureurs, employeurs, etc. C'est pourquoi, en premier lieu, la personne doit être dûment informée du régime d'incertitude et des risques de la prédiction. En second lieu, il est nécessaire que toute personne anesthésiée sujette au dispositif de la CME puisse accepter ou refuser la collecte de ces données. Cette collecte est donc conditionnée au consentement explicite de la personne, donné par écrit et révocable à tout moment. Ensuite, tandis que le droit à l'information du patient relatif à l'usage de l'IA pour sa santé peut être postérieur à cet usage, sans l'accord de l'intéressé, les conséquences d'une prédiction de risque par l'IA, tel l'effet nocebo, sont d'autant plus négatives. Il est donc essentiel que la personne puisse consentir ou non à cette prédiction en amont de tout traitement algorithmique de ces données à cette fin. En vertu du droit positif, la volonté d'une personne qui demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée. Or, cette volonté devrait être également respectée en amont de l'établissement de ce pronostic par une prédiction.
Ce consentement explicite au traitement prédictif de ces données par la CME se double ainsi d'un consentement explicite à recevoir ou à refuser cette prédiction, révocable lui aussi à tout moment et par tout moyen. Enfin, contrairement aux tests génétiques, les prédictions de la CME doivent se limiter à ses objectifs initiaux pour ne pas alimenter le désarroi de la personne face à des prédictions qui resteraient inexpliquées. Finalement, l'encadrement éthique de la CME, ici présenté, constitue un prérequis nécessaire pour endiguer l'effet nocebo d'une prédiction de risque, en soumettant celle-ci à la volonté de la personne. Mais ce cadre éthique, qui est insuffisant au regard des développements actuels de la médecine prédictive, pourtant, puisqu'en effet, les données de la CME pourraient demain, par altruisme, être réutilisées et recroisées avec d'autres données, par exemple génétiques, pour répondre à des besoins commerciaux. Déployant la médecine prédictive, l'anesthésiologie devrait donc veiller à ce que des garde-fous soient institués en vue d'asseoir par celle-ci sa légitimité. Dans le registre prédictif de la médecine, une chose est certaine, perpétuer la réflexion éthique est primordial. Merci à tous et tous pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, Arnaud Almontrival, qui est doctorant en sciences de l'ingénieur et qui va nous parler de comprendre la conscience de la situation des acteurs au bloc opératoire par des capteurs, le regard d'un ingénieur. Donc après la vidéo, on a des capteurs. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Arnaud Almontrival, je suis doctorant en informatique à IMT Atlantique et au Max Planck Institute for Intelligent Systems. Mais pour avoir accès au bloc opératoire, je collabore avec la chaire Innovation BOFA. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe chirurgicale. Donc, c'est pas seulement le chirurgien. Je considère qu'une chirurgie, ça inclut tout le monde. Les IA, les IBOT, les anesthésistes et également les chirurgiens. Et en fait, dans cette situation critique et très complexe, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne possède pas toute l'information. En fait, le chirurgien est obligé de se concentrer sur la chirurgie, l'anesthésiste et l'IA sur les constantes du patient, et les IBOT sur d'autres aspects de la chirurgie, parce qu'en fait, pour un seul humain, c'est beaucoup trop complexe. Et donc, dans cette situation, l'intérêt, c'est qu'il y a des processus pour que toutes ces personnes puissent communiquer et avoir les bonnes informations au bon moment en fonction de leur responsabilité. Et donc, tous ensemble, ils arrivent à créer une conscience de la situation globale. Donc, en fait, la conscience de la situation, c'est un concept qui dit que pour prendre une décision, il faut d'abord observer l'environnement, essayer de comprendre ce qui se déroule dans l'environnement pour finalement projeter ce qui va se passer. Et donc, au bloc opératoire, pour mettre ce processus en place, il faut avoir les bonnes informations et donc faire confiance aux différentes personnes qui sont au sein du bloc opératoire. Et ce qui se passe, c'est que parfois, ça ne se passe pas si bien que ça. Donc, il peut y avoir des erreurs, des événements indésirables. Et selon certaines études, ça a été montré que justement les personnes considéraient que c'était à cause d'un souci de collaboration, une mauvaise communication entre les différents acteurs du bloc opératoire, mais aussi il y a des facteurs qui peuvent être individuels, une personne qui a eu par exemple un peu trop de stress et donc a pris une mauvaise décision et du coup n'a pas eu accès aux bonnes informations au bon moment. Et donc l'idée c'est que comme cette équipe collabore, et qu'il y a des processus mis en place, et finalement, si on veut pouvoir comprendre et réétudier la situation, on peut s'intéresser à ces processus mis en place qui permettent donc aux différents acteurs d'échanger l'information. Et donc, mon sujet de thèse, c'est d'étudier au bloc opératoire les différents individus, donc sur un aspect individuel, mais aussi collectif, via différents capteurs, dont, en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix, donc le fait de communiquer des informations entre les différents acteurs, la position, pour savoir où sont les différentes personnes au sein du bloc opératoire. Et pour terminer, les données physiologiques des personnes, en fait, c'est pour accéder un peu à l'invisible, donc savoir justement comment intérieurement ils réagissent aux différentes situations. Et en fait, à partir de ces différents capteurs, c'est possible d'extraire des indicateurs de est-ce que les personnes sont silencieuses, qui parle à qui, est-ce que ça parle de... ça utilise des mots-clés liés à une situation critique, et par exemple, est-ce que toutes les personnes réagissent de la même manière à la même situation en fonction de leur niveau d'expérience. Donc voilà, en fait, mon étude au bloc opératoire consiste à étudier tous les individus impliqués dans la chirurgie. Sauf qu'aujourd'hui, je ne suis pas réellement venu vous parler de cette étude, je suis plutôt venu vous parler de comment on peut mettre en place une telle étude au sein d'un hôpital. Parce que moi, je suis informaticien, un doctorant en informatique, et donc c'est pas comme ça qu'on arrive à accéder au bloc opératoire pour étudier.
Et donc, je vais vous présenter les différentes étapes importantes et quelques conseils, si jamais vous vous lancez dans telle recherche, pour mener cela au sein d'un hôpital. Donc, la première étape, c'est de trouver des collaborateurs, parce qu'un bon informaticien, je ne sais pas comment ça se passe au bloc opératoire, je n'ai pas la prétention de dire que je peux vous remplacer ou vous comprendre. Et donc, pour cela, il faut trouver des collaborateurs médicaux. Donc, la première idée, c'est on va contacter différents chirurgiens, infirmiers, anesthésistes, pour discuter de votre idée, enfin de mon idée, par exemple, et donc étudier la faisabilité d'un tel projet. Donc souvent, vous allez réaliser que dans tel hôpital, ce n'est pas possible, ou les gens ne sont pas nécessairement intéressés. Et donc c'est comme ça que vous pouvez aussi découvrir les craintes d'un tel projet et discuter avec ces différents acteurs. Donc, dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé grâce à la chaire Innovation de POPA, qui était en fait un contexte facilitant, parce qu'ils avaient déjà entendu parler des outils de captation audio et vidéo, donc la black box, ce qui a été présenté justement précédemment. Et donc pour eux, ils étaient déjà en train de réfléchir à comment ils pouvaient mettre ça en place au sein du bloc opératoire, au centre pathomiliaire. Et donc effectivement, quand on arrive en disant je vais faire une étude sur les différents individus au sein du bloc opératoire, et bien, ils se sont dit c'est parfait parce que nous aussi on va étudier ça. Mais c'est aussi donc l'occasion de découvrir les craintes de personnel hospitalier qui peuvent être contre de tels dispositifs. C'est surtout important pour un ingénieur, un informaticien d'être bien entouré de professionnels de santé, parce que pour avoir déjà un impact sur leur travail, de trouver les bonnes utilisations d'un tel dispositif, il faut discuter avec ces différentes personnes. Et surtout, si on veut s'intéresser à l'impact de la collaboration sur les événements désirables ou les erreurs chirurgicales, quand on ne connaît pas ce qu'est une erreur chirurgicale, donc on n'a pas la conscience de comment se déroule la chirurgie, comment détecter ça, comment comprendre ce qui se passe, à ce moment-là, justement, l'idée, c'est de collaborer avec des gens qui ont les connaissances, et donc de chacun apporter ses compétences pour construire un projet qui fait sens et qui a réellement un intérêt. Donc après, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que comme on vient chacun d'univers différents, on n'a pas forcément les connaissances, il ne faut vraiment pas avoir l'impression de tout savoir de tout. Donc par exemple, un ingénieur qui dirait mais non, mais je connais mieux la chirurgie que toi, ou un chirurgien qui pourrait avoir des idées un peu loufoques informatiquement et se dire tout est faisable, je l'ai vu sur Internet. Ensuite, une fois qu'on a les bons partenaires, l'idée c'est de voir comment on peut mettre ça en place. Et donc forcément, il y a des petites contraintes techniques liées au bloc opératoire, parce que c'est un environnement stérile, les gens ils peuvent y rester des heures et des heures, et donc on veut faire en sorte que ce soit le plus confortable possible et que ça n'impacte pas du tout la chirurgie et le patient. Donc en fait, par rapport à ça, l'idée c'était que comme les capteurs sont embarqués, en fait ils sont situés dans des zones qui par définition n'ont pas besoin d'être stériles. Donc par exemple, le masque du chirurgien est considéré comme étant stérile, ou si c'est sous la casaque, à ce moment-là, ça ne doit pas du tout rentrer en contact avec le patient. Mais sinon, l'idée c'était que comme la chaire POPA travaillait avec CareSyntax, donc c'est ce projet de mettre le vidéo management au sein du bloc opératoire, et c'est à ce moment-là qu'on a aussi réalisé que l'innovation au sein d'un grand hôpital peut devenir très compliquée. En fait, ce qui s'est déroulé, c'est que il y a une entreprise qui installe un système de vidéo management et qui doit s'intégrer au sein d'un hôpital qui a déjà un système informatique existant, des règles, et en fait, les deux univers de l'entreprise et de l'hôpital se rencontrent avec des intérêts différents, des connaissances différentes, et donc une grande quantité d'interlocuteurs qui doivent se mettre d'accord. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les promesses technologiques mettent un peu de temps à apparaître à cause de petits soucis de communication, de collaboration entre différents acteurs. Donc, c'est vraiment important de bien réfléchir aux bons interlocuteurs quand vous voulez mettre en place un projet. Et ensuite, ce qui est très important finalement, c'est que une fois qu'on a l'équipement pour enregistrer, il faut avoir l'accord pour enregistrer. Et donc là, il y a différentes personnes dont il faut obtenir l'accord. Déjà, pour bien faire les choses au sein d'un hôpital, il faut demander au DPO, donc délégué à la protection des données, pour découvrir les règles en termes de RGPD, les réglementations de l'hôpital, qui peuvent être bien supérieures au RGPD, et donc à ce moment-là, remplir des documents dans lesquels vous stipulez que vous allez protéger les données du patient, du personnel hospitalier, comment vous allez les traiter, quels sont les risques, comment vous pouvez limiter les risques. Donc une bonne quarantaine de pages, bien réfléchi en amont. Et surtout, donc avec tout cela, vous allez découvrir ce que vous ne pouvez pas faire avec les données. Et donc, par exemple, en France,
on ne peut pas, enfin, l'hôpital ne peut pas avoir de contrat avec des entreprises non européennes. Donc, par exemple, si vous vous dites, bah, très bien, je veux analyser des données en utilisant ChatGPT, ce n'est pas possible, parce qu'en fait, vous ne pouvez tout simplement pas mettre en place de contrat entre l'hôpital et OpenAI pour dire, bah, voilà, vous allez traiter les données selon la voie de réglementation. Là, en fait, où ça peut entraîner des petits soucis, mais c'est ouvert à la discussion, c'est que, par exemple, si vous prenez des outils de captation audio et vidéo, et bien souvent, ce qui peut poser problème, c'est que les gens, ils ont envie d'être floutés, ou ils ont envie qu'on anonymise leur voix, qu'on retire leurs données privées, et malheureusement, c'est triste à dire, mais pour le moment, les meilleurs algorithmes sont de l'autre côté de l'Atlantique, et donc ça veut dire que si on ne peut pas contractualiser avec ces personnes, et ben, on est un peu aussi limité. Donc en fait, l'idée de ne pas pouvoir contractualiser avec eux, c'est que d'un point de vue de l'hôpital, c'est de se dire qu'ils ont déjà les meilleurs algorithmes, on ne va pas en plus risquer de leur donner des données, ce qui est complètement vrai, mais d'un autre côté, ça peut être un frein pour l'implémentation en fait, de nouvelles innovations pour la recherche en France. Et sinon, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous allez enregistrer des personnes, il faut demander l'accord d'un comité éthique. Donc, en fonction de si vous faites des recherches sur des recherches interventionnelles ou non interventionnelles, ben, vous pouvez vous adresser à différents comités. Mais donc, en fait, je recommande déjà de faire des consultations méthodes réglementaires avec l'unité de recherche clinique, ce qui vous permet en fait de découvrir ce que vous pouvez faire, parce que c'est très important de bien faire les choses. Et même si parfois, par exemple, pour les recherches non interventionnelles, il n'y a pas d'obligation légale de passer par un comité éthique, et ben, c'est quand même important d'un point de vue éthique. Et finalement, la dernière étape, c'est que vous avez installé votre système de vidéosurveillance, donc vous comptez enregistrer des personnes, et donc c'est le moment où vous allez leur demander est-ce qu'on peut vous enregistrer. Malheureusement, souvent ça arrive un peu tard dans le process, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décident de faire des recherches, et puis finalement les personnes qui vont être enregistrées n'étaient pas forcément au courant ou mal informées, et donc souvent impliquées à la fin d'un projet. Ou sinon, ce qui peut aussi se passer, c'est que si ça fait longtemps que vous avez installé votre système de vidéosurveillance, avec le turnover, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et pour elles, ce n'est pas du tout, enfin c'est pas habituel en fait d'être enregistré, et il n'y a pas nécessairement quelqu'un pour expliquer l'intérêt du projet, expliquer que non, en fait, ça ne peut pas se retourner contre ces personnes, ou autres, et donc c'est vraiment très important en fait d'informer les individus, en fait, dès que vous voulez concevoir quelque chose qui a censé avoir un impact sur des personnes, c'est quand même un peu important de les consulter. Mais sinon, une fois que, ce qui est intéressant, c'est que quand même, une fois que vous les informez, bien, et très souvent, ils sont vraiment très volontaires et en fait, une aide considérable. Parce que si vous avez bien fait les choses, justement, avec les comités éthiques et autres, vous avez un cadre protecteur. Donc en fait, vous pouvez un peu instaurer une certaine confiance parce qu'ils ont leur consentement éclairé, ils sont au courant de l'intérêt des études, et donc en fait, ils ont aussi l'impression d'être écoutés, d'être importants, et surtout, en fait, ils se sentent valorisés. Parce que l'intérêt, c'est justement d'arriver et de dire, non, en fait, on n'est pas là juste pour étudier le chirurgien n'est pas supérieur à vous, on est là pour tous vous étudier parce que vous êtes une équipe, en fait. Il n'y a pas que l'attaquant, il y a aussi le goal, le défenseur. Voilà, vous faites un travail ensemble, et on n'est pas là pour considérer que quelqu'un est plus important qu'un autre. Et donc, quand vous arrivez et que vous leur dites que, en fait, si vous les enregistrez, c'est pour accéder à la vérité terrain, de pouvoir enfin leur dire que, s'ils ont des hypothèses, que selon eux, dans certains cas, ça se passe mal à cause de ça, et vous pouvez leur dire, maintenant, vous avez les données en fait, pour supporter vos idées. Et donc, ça, c'est vraiment le dernier aspect le plus important. Sinon, justement, ça, c'est par rapport aux études que je mène avec les différents participants qui ont accepté d'être enregistrés complètement. Et donc, effectivement, en fait, c'est l'audio. Ils ont peur, en fait, que leur vie privée se retrouve dans les enregistrements. Ou la vidéo. Donc, par exemple, les données physiologiques ou de position au sein du bloc ne posent vraiment pas de problème, en tout cas pour très peu de personnes. Donc, peut-être à certains moments, ça peut être intéressant de réfléchir vraiment aux données dont on a besoin, si on a besoin de tout enregistrer, ou sinon, quels sont les processus qu'on peut mettre en place pour limiter les effets nocifs des technologies. Donc, par exemple, leur dire en fait, l'audio, on ne garde pas, on ne garde que les passages qui mentionnent des mots-clés chirurgicaux ou les vidéos sont anonymisées. Donc voilà, ça c'est un peu pour tout vous présenter. Les petits remerciements, parce que pour une fois j'essaye d'être dans les temps. Je sais qu'il est très tard. Donc tout d'abord mes directeurs de thèse, donc Caroline Cao, Mathieu Cholet et Catherine Hockenbecker.
mes collaborateurs chirurgicaux, sans qui ça ne serait pas du tout possible d'être développé opératoire, donc un professeur Eric Guibert, Clément Cormy et la merveilleuse Karine Calment, 4 de bloc, sans qui ça serait vraiment très compliqué de pouvoir faire des enregistrements, toujours là pour soutenir. Merci beaucoup Karine. Et aussi en fait, tous les participants, tout le personnel hospitalier qui accepte de participer à de telles recherches. Et les références pour les personnes intéressées. Et pour terminer, en fait, quelques recommandations, si jamais vous avez une idée de projet que vous voulez mettre en place. Et tout d'abord, discuter avec les personnes que vous comptez impacter, parce que c'est bien d'avoir des idées, mais c'est mieux de vérifier si elles vont réellement avoir un impact. Et sinon, une fois que vous savez que ça aura un intérêt, réfléchissez bien aux interlocuteurs que vous allez devoir solliciter pour tout mettre en place, pour le faire légalement et éthiquement. Et donc, je résumerai ça en soyez un acteur du changement et non un décideur, pour que vraiment en fait, que le projet soit porté par toute une équipe et non pas soit ressenti comme une idée qu'on vous a imposée, enfin que vous imposez aux autres. Et donc voilà.